Bonjour, je vais vous présenter le cours des troubles de la conscience. Eh bien, lorsqu'on parle des troubles de la conscience, on parle tout simplement la perte de la vigilance. Donc, on commence par une petite introduction. Donc, il faut savoir que la conscience n'est pas une fonction simple. Eh bien, tout simplement, c'est une association de plusieurs fonctions du système nerveux central. Donc, le but de cette association, c'est établir avec l'extérieur des relations et encore une réponse appropriée à des stimulus variés. Donc, il faut savoir qu'il s'agit de types d'état de conscience qui est un élémentaire, l'autre vigilance. On les classait, ces troubles, on les classe suivant leur durée. Eh bien, il y a des troubles de la conscience qui durent brièvement. On dit c'est une perte de conscience. Bref, elle est fréquente. C'est le cas de la syncope, la lipothymie ou encore l'épilepsie. Lorsqu'elle est d'une durée prolongée, on parle des comas. Donc, il faut faire la différence entre les comas et l'obnubilation, qui est tout simplement trouble de la vigilance caractérisé par l'absence de réaction à des stimulus simples tels qu'une secousse, le bruit ou une lumière vive. C'est l'obnubilation. C'est le premier, c'est le premier diagnostic différentiel. Le deuxième, c'est la confusion mentale. Et bien, tout simplement, la confusion mentale, c'est un état pathologique caractérisé par une désorganisation de tous les processus psychiques. Voilà. On commence par les pertes qui sont brefs. Un petit rappel physiopathologique. Eh bien, la première cause, c'est une anoxie, désolé, cérébrale. Donc, on dit qu'il y a une paralysie neuronale. Donc, pourquoi on a utilisé ce terme paralysé? Ben, tout simplement parce que le cerveau est nourri euh, de l'oxygène et du glucose. Donc, lorsqu'il y a une anoxie, une absence de l'oxygène, ben, tout simplement, il y a une paralysie neuronale. Cette paralysie neuronale va provoquer des pertes de connaissance. Voilà. Donc, donc, tout simplement, le médecin doit réagir. Il doit réfléchir qu'il y a soit une insuffisance respiratoire ou bien une insuffisance circulatoire. Et bien, cliniquement, on a deux types. La syncope qui est l'anoxie complète, la lipothymie qui est une hypoxie. Bien sûr, lorsqu'on est en stade du syncope, et bien, tout simplement, il faut réfléchir, il faut penser euh, un arrêt circulatoire. Voilà. La deuxième étiologie, ben, tout simplement, c'est un décharge neuronale qui est hypersynchrone. Et ben, dans l'état normal, il faut savoir que les neurones fonctionnent en altérance. Donc, ils fonctionnent un groupe puis un autre, etc. Mais on aura un décharge neuronale hypersynchrone, cela veut dire que toutes les cellules fonctionnent en même temps. Donc, on aura une perte de conscience épileptique, c'est la crise d'épilepsie tout simplement. Donc, on aura deux types. Elle est généralisée, soit le grand mal, soit le petit mal. On commence par les syncopes. Et bien, tout simplement, la définition d'une syncope, c'est une perte complète de la conscience qui est brusque, qui est passagère. La cause, c'est une anoxie cérébrale. Donc, le mot de début, elle est subie, parce qu'elle est brusque, elle est passagère. On aura une chute sur le sol, une chute immédiate sur le sol. Et ben, pour les prodromes, mal à l'aise avec pâleur, du sueur, des nausées, des troubles sensoriels, la perte de conscience, elle est totale. Lorsqu'on fait un examen clinique, on voit des pâleurs, disparition du pouls et aussi les battements. La tension, elle est imprenable. Cela veut dire qu'on ne peut pas la prendre, voilà, et parfois un arrêt respiratoire ou une respiration stertoreuse. Et bien tout simplement, l'expiration stertoreuse, cela veut dire une respiration bruyante. Voilà. La durée, donc elle est courte, à peu près 10 secondes. Si elle est au-delà de 10 secondes, ça va compliquer des convulsions. Et encore, le malade va présenter un spasme tonique. Donc, le terme spasme veut dire des contractions brusques et involontaires. La durée maximale, à peu près 1 minute, donc elle est de 2 secondes. Lorsqu'on a plus de 2 secondes, c'est confusion et un spasme tonique.
Eh ben, la durée maximale de la syncope, c'est 1 minute. Lorsqu'elle est supérieure à 3 minutes, c'est là, tout simplement, c'est la mort cérébrale. Pour la récupération, eh ben, le patient va récupérer immédiatement et total sa conscience. On passe maintenant aux causes. Eh ben, les causes cardiaques, c'est le syncope d'Adams-Stock. Le syncope d'Adams-Stock, c'est tout simplement une complication du BAV du troisième degré. C'est la complication du bloc auriculo-ventriculaire du troisième degré. Ou bien on aura un rétrécissement aortique. Donc, l'arrétrécissement aortique, donc, cela va lors de l'effort. Lorsqu'on a des causes extracardiaques, c'est tout simplement l'hypotension orthostatique. Et bien, la définition de l'hypotension orthostatique, c'est une chute de la pression artérielle systolique d'au moins de 20 mmHg ou et 10 poules millimètres pour la diastolique lors du passage de la position allongée à la position debout. Donc le terme orthostatisme, c'est une petite astuce, c'est tout simplement se mettre en debout. Donc les causes de l'hypotension orthostatique, c'est tout simplement iatrogène, c'est la prise des médicaments. Exemple, je vous cite un petit exemple, ce sont les diurétiques. Eh bien, les diurétiques, on sait qu'elles stimulent l'élimination du Na+ avec de l'eau. Donc, on aura une déshydratation du patient. Donc, on pense directement à l'hypotension orthostatique lorsqu'il présente une syncope. Eh bien, tout simplement, on va demander un ionogramme 2 fois par an. On récapitule. Donc la syncope, perte complète brusque passagère, anoxie cérébrale, subie, chute sur le sol, la perte de conscience qui est totale, l'examen clinique pâleur, disparition du pouls et des battements, la tension elle est imprenable, un arrêt respiratoire ou une respiration stertoreuse. La durée à peu près 10 secondes. Au-delà de 10 secondes, on aura des convulsions, un spasme tonique. La durée maximale est 1 minute. Si elle est supérieure à 3 minutes, on aura la mort cérébrale. La récupération de la conscience, elle est immédiate et totale. Les causes, soit cardiaques, soit extracardiaques. Pour les cardiaques, c'est le syncope d'Adams-Stokes. C'est la complication du bloc auriculo-ventriculaire du troisième degré, ou bien un rétrécissement aortique lors de l'effort. Lorsqu'elle est des causes extracardiaques, c'est l'hypotension orthostatique. C'est tout simplement iatrogène. On parle maintenant de l'hypothymie, qui est une perte incomplète de la conscience. C'est tout simplement, il y a une simple obnobulation. On dit que le patient, je ne peux pas respirer librement, etc. Voilà. Dû à une hypoxie cérébrale, donc le mode début il est progressif. Donc les prodromes, tout simplement, une angoisse, des bourdonnements d'oreilles. Le patient يقول لك ودني تصفر, voilà. Encore on aura la station debout devient impossible, donc le patient se met en décubitus dorsal. La perte de conscience qui n'est pas totale, contrairement à la syncope. Pour les signes accompagnateurs, la pâleur, tension artérielle qui est basse, et des pouls qui est petit mais reste perceptible. Voilà. La récupération entre 2 à jusqu'à 3 minutes. La récupération, je veux dire de la conscience entre 2 à 3 minutes, mais la récupération physique se fait entre 15 à 30 minutes. Donc il s'agit d'une fatigue. Les causes tout simplement, soit une hypotension orthostatique, soit le neurotonique, les sujets neurotoniques hyper émotifs, et c'est tout simplement lors du mariage par exemple. Je récapitule. La lipothymie, c'est la perte de conscience incomplète, c'est une simple obnubilation, elle est progressive, on aura des angoisses, des bourdonnements d'oreilles, le stationnement debout devient impossible, donc, le patient se met en décubitus. La perte de conscience qui est non totale, on aura des pâleurs, la tension artérielle qui est bas, le pouls qui est petit mais reste perceptible, la récupération de la conscience entre 2 à 3 minutes, la récupération physique entre 15 à 30 minutes, donc elle est suivie d'une fatigue intense. On aura les causes soit une hypotension orthostatique, soit une neurotonie hyper émotive. On parle maintenant de la fameuse crise d'épilepsie. Donc l'épilepsie, il faut savoir que c'est une pathologie chronique. Donc il faut prendre les médicaments à des heures fixées, sinon la crise va réapparaître tout simplement.
Donc, comme définition, c'est une crise cérébrale en rapport avec un décharge qui est paroxystique, hypersynchrone. Donc on dit que tout le cerveau s'enflamme. Donc tout simplement, lorsque on dit que tout le cerveau s'enflamme, et ben, tout simplement c'est une épilepsie généralisée ou une partie du cerveau qui est inflammée, et ben, tout simplement c'est une épilepsie partielle. On passe maintenant à l'étude sémiologique. Avant de connaître l'étude sémiologique, il faut savoir, il faut voir les causes. Et bien tout simplement, lorsqu'on a un AVC, un manque de sommeil, un traumatisme crânien, le stress, certains médicaments, même l'alcool. Donc les gens qui boivent de l'alcool, ils peuvent présenter des crises d'épilepsie. Dans son arrêt brutal peut provoquer cette crise. Et bien tout simplement, lorsque le sujet il hyper alcoolique. Donc, je ne sais pas s'il existe ce terme ou pas, mais en général, le sujet boit beaucoup de l'alcool et lorsqu'il arrête brutalement ce, ce but d'alcool, et bien tout simplement, on aura l'apparition de cette crise. Encore, il faut penser à une tumeur cérébrale. Donc, il faut éliminer toute suspectibilité de cette tumeur. ربي يعافينا. On demande au patient de faire un IRM. Mais on ne sait pas encore d'où elle vient, parce que tout simplement, on n'aura pas un germe spécifique ou bien un germe qui est responsable de cette épilepsie. Donc le mécanisme, plutôt les causes, on ne sait pas, on sait pas vraiment les causes qui sont responsables de cette épilepsie. On passe maintenant à l'étude sémiologique. Donc on aura deux types, la crise de grande malle et la petite malle, où elle est dite absente. On commence par la crise de grande malle, et bien tout simplement elle touche tous les sujets de tout âge. Le mode de début il est brutal, inopiné, cela veut dire imprévu plutôt, soudain, sans prodrome et encore la chute du malade sur le sol. Elle est caractérisée par quatre faces, tonique, clonique, stertoreuse et résolutive. Eh bien, la phase tonique, on aura une hypertonie. Cela veut dire des mouvements involontaires du patient, des contractions, des relâchements des muscles. On aura des apnées, une cyanose et encore la morsure de la langue. Et la durée, elle dure de 10 jusqu'à 20 secondes. Voilà. Pour la phase clonique, qui est des secousses musculaires violentes et encore synchrones, euh, elle est accompagnée d'un relâchement sphinctérien et le perte des urines. C'est la phase clonique, elle dure à peu près 30 secondes. La phase stertoreuse, eh ben, la respiration devient ample, la respiration devient bruyante. Donc on dit c'est une respiration stertoreuse. Elle dure à peu près 30 secondes à 2 minutes. La phase résolutive, c'est un retour progressif de la conscience. Elle est accompagnée d'un repos réparatif. Elle dure à peu près 10 minutes. Après la crise, on aura le signe le plus important, c'est amnésie post-critique. L'amnésie post-critique, c'est la diminution, la perte de la mémoire. Et bien tout simplement, le patient ne se souvient pas de cette crise. Si le médecin n'a pas assisté à cette crise, et bien tout simplement, deux signes objectifs qui permettent de nous indiquer que c'est une crise d'épilepsie, c'est la morsure de la langue et encore la perte des urines. Voilà. Donc tout simplement, il faut demander un ECG, un électrocéphalogramme, pour trouver les anomalies et permettre de connaissance la crise d'épilepsie. Puis le neurologue va demander un scanner et il va faire son tour. Euh, voilà, on parle maintenant de la crise petite ou absente. C'est une suspicion bref, à peu près la durée de 5 à 10 secondes. Elle est soudain, elle est inopinée, sans prodrome. Eh bien, on n'aura ni chute du sol, ni trouble de tonus, ni relâchement sphinctérien et ni manifestation clonique. Donc, il y a une reprise immédiate de l'activité. On récapitule. La crise d'épilepsie, c'est une crise cérébrale due à une décharge paroxystique hypersynchrone. Pour l'étude sémiologique, on a la grande malle qui touche tout sujet âgé, tous les sujets
à tout âge. Le mode brutal, inapproprié, soudain, son prodrome, on aura le chute de malade, est caractérisé par quatre phases. La phase tonique, c'est hypertonie, apnée, cyanose, morsure de la langue. Elle est 10 à 20 secondes. Clonique, c'est secousse musculaire violente et synchrone. On aura encore un relâchement sphinctérien et perte des urines. Donc, perte des urines, c'est la phase clonique. 30 secondes à peu près. La première 10 à 20. La deuxième, c'est 30 secondes. La troisième, c'est la phase stertoreuse. Elle est caractérisée par une respiration ample et bruyante de 30 jusqu'à 2 minutes. 10 à 20, 30 secondes, 30 à 2 minutes. La phase résolutive, c'est retour progressif de la conscience. On aura un repos réparateur et elle dure à peu près 10 minutes. 10 à 20 secondes, 30 secondes, 30 à 2 minutes, 10 minutes. Après la crise, c'est l'amnésie. L'amnésie post-critique, c'est le patient ne se souvient plus de cette crise. Deux signes objectifs que le médecin peut les connaître, c'est la morsure de la langue et les pertes d'urine, sont des indications objectives de la crise d'épilepsie. Pour la petite ou l'absence, touche que les enfants, une suspicion bref, 5 à 10 secondes, ni chute du sol, ni trouble de tonus, ni relâchement sphinctérien, reprise immédiate de l'activité. On passe maintenant aux états de coma qui est des troubles de la conscience prolongés. Donc elle est dite une perte durable avec altération de la vie de relation. Donc c'est-à-dire baisse de la vigilance avec conservation des fonctions végétatives. Par exemple, le cœur continue à battre, le péristatisme intestinal, les mouvements respiratoires, les contractions, les relâchements musculaires, etc. Le coma n'est pas une exagération de sommeil. Cela veut dire le patient ne veut pas, euh, ne veut pas dormir de autant que cette période, mais tout simplement, c'est une dépression des structures de l'éveil. Donc, on aura problème d'éveil, mais ce n'est pas un problème de sommeil. Lorsque vous voyez le patient qui, qui est endormi toute la journée, ben, ce n'est pas problème de sommeil ou bien des structures qui sont responsables du sommeil. Et bien, tout simplement, il y a une dépression du structure de l'éveil, donc il ne peut pas soutenir leur corps en mode d'éveil. Voilà. Donc on aura une atteinte des structures réticulées. Et bien l'étude sémiologique, l'intérêt c'est qu'on ait la coma, le coma et qu'on encore apprécier sa profondeur. On aura deux types, normalement deux types. C'est l'étude de la vigilance et encore euh, l'étude de la vigilance et l'étude de la réactivité. Voilà, on commence par l'étude de la vigilance, puis un examen neurologique. L'étude de la vigilance contient deux types d'examens. L'étude de la perceptivité et encore l'étude de la réactivité. Pour la perceptivité, c'est comment je perçois les choses, comment le patient va percevoir les choses, tout simplement. Donc, pour une bonne perceptivité, et bien, tout simplement, le patient a besoin d'une intégration dite corticale. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Et bien, tout simplement, on va faire une interrogatoire, des simples questions, donc des réponses verbales. Par exemple, on demande au patient leur nom, le prénom, l'âge, et encore tirer la langue, fermer les yeux et rechercher d'un clignement. On demande au patient de fermer et ouvrir les yeux d'une façon rapide. C'est l'étude de la perceptivité. Voilà. L'étude de la réactivité veut dire euh, comment le patient va réagir avec ces stimulus qu'on doit les provoquer. Et bien tout simplement, le mécanisme il est dit sous-cortical. On aura la réactivité non spécifique et on aura la réactivité, la stimulation douloureuse. On commence par la réactivité non spécifique et euh, le premier test, c'est la réaction d'orientation. Eh ben, le sujet, lorsque le sujet présente les yeux ouverts, on fait un stimulus sonore. Donc on voit que les yeux du patient s'orientent vers le côté où il a entendu ce bruit. Voilà.
Donc, c'est une étude de la réactivité, donc c'est bien. Donc, le patient les yeux ouverts, un stimulus sonore, une rotation des yeux vers le côté d'où vient le bruit. Et lorsque la réaction est dite d'éveil, et bien tout simplement, lorsque le patient est présente des yeux fermés, on fait un stimulus sonore, et bien on aura l'ouverture des yeux avec réaction d'orientation. Cela veut dire que les yeux vont orienter vers le côté du bruit. Donc on aura deux types de réactions, d'orientation et d'éveil, sont des réactivités non spécifiques. Pour la stimulation douloureuse, on fait un pincement du trapèze ou du mamelon. Euh, voilà. On fait trois types d'examens. Par une mimique, réaction d'éveil et réaction motrice. Par une mimique, c'est avec ou sans réaction vocale. Voilà, tu parles doucement avec le patient. Grimace, cela veut dire quoi, grimace? Grimace, grimace, grimace. Grimace, c'est quoi grimace? Voilà, c'est la contraction volontaire ou involontaire du visage. Avec ou sans réaction vocale, bien tout simplement le patient, lorsque vous parlez avec eux, eh ben, il va, il va faire une mimique, c'est contraction volontaire ou involontaire de la face ou là du visage. C'est avec ou sans réaction vocale. يعيط ولا ما يعيطش ما دخلش. Réaction d'éveil, c'est l'ouverture des yeux lorsque vous faites un pincement. Ou là, la réaction motrice qui est coordonnée, c'est un retrait du membre stimulé. Ben, tout simplement, il va retirer ta main ou bien un coordonné. Voilà. Ces trois types sont classés comme un stimulus douloureux. On passe maintenant à l'examen neurologique. Ben, tout simplement, il contient quatre temps. L'examen de la motricité, soit elle est inconsciente ou soit elle est inconsciente, c'est le cas d'hémiplégie. L'examen du tonus, c'est le sujet, soit il est hypertonu ou hypotonie. Pour les troubles végétatifs, on a, je ne sais pas, 6 types ou bien 7. Soit trouble de la fonction respiratoire, lorsqu'on parle de la fonction, c'est le rythme et l'amplitude. La respiration périodique de tout simplement c'est Steinstock, on aura des lésions au niveau de l'encéphale. Une hyperventilation, donc une hyperpnée, c'est une atteinte du pédoncule cérébral. Une respiration apneustique, eh ben, on aura des respirations pauses à chaque inspiration. Donc c'est la lésion de la protuberance. Une ataxie, ben, tout simplement respiration irrégulière, sont des atteintes de la suture, du centre bulbaire. Trouble circulatoire, c'est la fréquence et la tension artérielle. Trouble thermique, c'est hyperthermie, surtout hyperthermie, voilà. Et des fois hypothermie, tout simplement. Pour les réflexes mésentériques, et bien, tout simplement, étude de la déglutition. Le premier ton dit vocal qui est volontaire. Le deuxième ton bucopharyngé qui est dit automatique. Lorsqu'il est à abolir, lorsqu'il est aboli, et ben, on aura une stase pharyngée. C'est un arrêt au ralentissement du pharynx. Donc, on aura un coma de type profond. Donc, attention, le médecin. Lorsqu'on aura une abolition du deuxième temps qui est bucopharyngé, qui est normalement automatique, donc on aura une stase pharyngée, c'est le coma profond. Le troisième temps, c'est un réflexe. Son abolition va aboutir des fausses routes de l'aliment. Donc, lorsque le troisième temps est aboli, je veux dire le temps pharyngé qui est un réflexe, donc il faut imposer l'arrêt de tout apport liquidien par la bouche. Eh bien, c'est tout simplement, on va injecter du sérum. La mise du malade en position déclive avec aspiration. Donc, position déclive avec aspiration. Pour éviter l'inondation des voies respiratoires par la salive. Voilà. Pour le patient peut respirer tranquillement. Les réflexes
pupillaire ou photomoteur, je m'excuse, c'est la simulation lumineuse va provoquer quoi? Un myosis bilatéral. Donc, va provoquer un myosis bilatéral. Voilà. Le réflexe cornéen, eh ben, l'attouchement de la cornée par un coton, normalement l'occlusion de la paupière. Voilà, l'occlusion de la paupière. Son évolution, c'est une étape très grave. Voilà. Le diagnostic différentiel de l'état des comas, c'est l'obnubilation et la confusion mentale. On a vu ça dans l'introduction. On parle de la partie la plus importante, c'est les stades du coma. Soit un coma léger, confirmé, profond ou carus, dépassé. On dit à ce stade que le patient mort cliniquement. Et bien, lorsque le stade 1 qui est léger, on aura une altération de la perceptivité, une persistance du clignement. Cela veut dire que le patient et- euh, ouvre et euh, ferme ses yeux rapidement, d'une façon rapide. Voilà. Donc, altérance, persistance du clignement, des réactivités non spécifiques conservées, la douleur, elle est conservée, l'examen neurologique, les réflexes mésencéphaliques qui sont présents. Donc, il faut savoir le cas particulier du coma vigile, qui est un coma léger avec extension. Donc, le coma vigile, c'est un type de coma léger, mais on aura une extension psychomoteur à type d'agitation et d'éclair délire plutôt. Donc, fréquente chez les patients qui ont présent des hémorragies ménagées. Et bien, stade 1, altération, persistance du clignement, les réactions conservées, la douleur conservée, les réflexes mésencéphaliques présents, le coma vigile qui est l'un des types du coma léger, avec une excitation psychomoteur, donc agitation, etc. Ce voit, c'est le sujet qui se présente des hémorragies ménagères. Et bien, tout simplement, on aura des ralentis du rythme de l'EEG, EEG, et encore une réactivité aux stimulations qui est augmentée. L'activité électrique, elle est augmentée lors de la stimulation. Lorsqu'on aura un coma confirmé, la perceptivité, elle est perte, on aura la perte de la perte complète, absence du clignement, absence non spécifique la réactivité, la douleur qui est absence, la mimique, absence de réaction d'éveil, persistance de la motricité coordonnée. Donc il ne peut pas vous grimacer la face, il ne peut pas vous ouvrir ses yeux, mais il persiste la motricité coordonnée. Pour l'examen neurologique, on n'aura plus de troubles, ni de tonus, ni de fonctions végétatives. Les réflexes mésencéphaliques, eh ben, ils sont présents. La déglutition, elle est perturbée que dans le premier temps, qui est le temps buccal. Plutôt, c'est l'inverse. Elle est perturbée dans le deuxième et le troisième temps, mais le premier temps, il n'est pas perturbé. Les troubles, voilà, sphinctériens qui sont constants. À l'EEG, on aura un effacement du rythme de base, delta spontané, et encore au fort stimulus, on aura des réactivités électriques. Pour le profond ou le carus, abolition, 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 mais on aura des mouvements incoordonnés. Ben, tout simplement, c'est très détaillé. Pour l'EEG, on aura delta ample monoforme, contrairement à le stade de type 2 qui est la coma confirmée, ben, tout simplement, on aura effacement du rythme de base, une activité delta, mais elle est spontanée. Donc, le type 3 qui est carus ou bien profonde, on aura delta monoforme, ample, absence de réactivité au stimulus. Pour le, thème, le stade 4 qui est le coma dépassé, donc une hypotonie musculaire, un arrêt respiratoire, effondrement tensionnel, donc sa diminution ou une chute brutale forcée
de la tension artérielle et la midriase. Donc on aura plusieurs types. La coma avec sidération, c'est-à-dire arrêt soudain des fonctions vitales, c'est lors de l'intoxication par les barbituriques. Et la coma dépassée qui est irréversible, contrairement à la coma avec sidération qui est réversible. Donc la coma dépassée qui est impair total. Et vous pouvez lire les caractéristiques. On aura pour l'EEG, c'est une activité nulle. Pour les causes, voilà. Pour le score de Glasgow, eh bien, le score de Glasgow, hmm, il présente des réponses du patient avec les examens qu'on doit les faire. Eh bien, on va faire un petit score pour améliorer, pour voir l'état de coma qui le sujet va présenter. Donc, lorsque le sujet est normal, à peu près le score est entre 13 et 15. Lorsque le sujet en coma de stade 1, qui dit la coma légère, c'est on aura le score entre 8 et 12. Stade 2, qui dit coma confirmé, c'est entre 6 et 7. 3, c'est profonde, elle est entre 4 et 5. Et le 4 qui est dépassé, c'est score à 3. Voilà. On parle maintenant des causes. Donc, on interroge l'entourage, des examens biologiques, la glycémie, les sucres et les corps sulfoniques dans les urines et l'urée sanguine et encore la créatine. Donc, soit des causes neurologiques, certains traumatismes crâniens, AVC, hémorragie cérébro-méningée, ramollissement cérébral ou bien une infection. Pour les causes métaboliques, soit le diabète, insuffisance rénale, hépatique respiratoire, soit une hypoglycémie, soit des causes endocriniennes, c'est l'insuffisance thyroïdienne ou hypophysaire. Pour les causes toxiques, c'est le coma barbiturique et l'intoxication de l'oxyde de carbone. Merci.